Le fait d'être médium, c'est un métier qui va conditionner notre santé, notre bien-être à la fois émotionnel, spirituel, physique. Tous les aspects de notre personne sont impliqués dans ce métier. Tout simplement parce qu'on est en connexion avec toutes les grandes influences subtiles du monde. Que ce soit les influences communes à tous les êtres humains, l'inconscient collectif, c'est comme ça qu'on le nomme en général, que ce soit les influences astrales, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en connexion avec nous. C'est presque comme si, à partir du moment où tu exerces, en tout cas tu deviens médium professionnel, c'est-à-dire que tu décides d'en faire un métier, tu ne le vis plus que pour toi-même, mais tu le vis pour les autres. C'est comme si d'un seul coup, tu branchais plein de prises extérieures à ton système personnel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors après quelques mois d'absence dans ce podcast, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau Léa Lezé, médium et énergéticienne. Dans cet épisode, Léa s'ouvre à nous sur ce que c'est que de devenir un accompagnant en énergétique dans ce monde en plein bouleversement. Loin des clichés qui accompagnent souvent ce métier, Léa nous livre en toute transparence ce qu'est ce parcours, ses joies bien évidemment, mais aussi sa difficulté. Elle nous donne ensuite de précieux conseils. Je remercie encore Léa de se livrer à nous de manière si authentique, c'est toujours un pur bonheur que de l'écouter. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Léa et merci à nouveau d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir à nouveau, comme je le disais. Et avant toute chose, comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être de retour, encore. Apparemment, on ne se fatigue pas de m'entendre. Non, c'est un plaisir. Merci beaucoup de m'inviter de nouveau sur ton podcast. Eh oui, c'est un plaisir. Léa, pour ce thème du jour qu'on va aborder, il m'a été inspiré par une personne qui me faisait une remarque qui était la suivante. Il me disait, finalement, si on est tous énergie, puisque c'est ce qui nous compose, c'est qu'on est tous capables de transmettre aussi une énergie à autrui pour l'apaiser ou pour le guérir. Donc, potentiellement, on est tous susceptibles de devenir thérapeute. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est très intéressant. Et j'ai plein de choses à dire qui se bousculent dans ma tête là d'un seul coup. C'est drôle parce que l'image qui me venait, c'était une boîte de crayons de couleur. Ils sont tous des crayons, mais ils sont pas tous de la même couleur. Et ils vont pas tous colorer un espace de la même manière. Et je crois que c'est une image qui est assez représentative de la manière dont je considère l'être humain. Tous les êtres humains sont capables de prendre soin d'eux, mais pas pour les mêmes choses, pas sur les mêmes choses. Ils n'ont pas tous les mêmes talents. Et là où on a la sensation que la seule manière de prendre soin, c'est de préserver la santé physique, eh bien en fait, il y a plein de manières de prendre soin. Et surtout, on peut prendre soin de beaucoup de choses. On peut prendre soin de l'humain, de l'animal, du végétal, de la terre. On peut prendre soin de la communauté. On peut prendre soin de beaucoup de choses, finalement. Donc je pense qu'on a effectivement, tous une âme de thérapeute, même si le terme thérapeute est normalement protégé. En tout cas, on a tous une âme de bienfaiseur. Mais pas sur les mêmes choses. On n'aura pas du tout la même manière de prendre soin du monde dans lequel on vit. Ah, c'est intéressant. On peut aussi faire un parallèle entre la notion d'éveil spirituel, tu vois, le cheminement de l'éveil spirituel, et cette nécessité d'ailleurs qui est mondiale, et le nombre de thérapeutes qui, logiquement, devraient suivre. Est-ce que finalement, c'est une nécessité qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes ? Alors, ça dépend du type de thérapeute, déjà, parce que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'ils sont tous bons. Disons qu'à mon sens, il y a une nécessité qu'il y ait des représentants de cet éveil spirituel commun. Donc, il y a cette nécessité, à mon sens, qu'il soit vu, qu'il soit reconnu dans la société,
parce qu'il représente finalement ce qui est de l'ordre d'une forme de nouvelle humanité. Et si on n'a pas de porte-parole de cette nouvelle humanité, du germe de cette nouvelle humanité, eh bien on ne peut pas la laisser exister dans notre société. On a besoin de ça, nous, dans notre société. On a besoin de voir des gens qui représentent une forme d'existence, une forme de vie. Alors c'est l'éveil spirituel tel qu'on le connaît, nous, en Occident, n'est pas celui qui existe dans d'autres pays. Ce n'est pas forcément la vision de l'homme parfait, hein, on n'en est pas du tout là. Mais en tout cas, je crois que cette vague, si je puis appeler ça comme ça, de nouveaux thérapeutes qui a le droit d'exister dans la société, parce qu'en fait, il y en a toujours eu autant, je pense, dans l'âme, mais il n'y en a pas eu autant qui ont pu exercer et qui ont pu exister tels qu'ils l'entendaient, parce qu'ils n'étaient pas admis dans la société, tout simplement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il représente un espoir de donner peut-être plus de profondeur aux choses. Et je parle pas seulement de l'aspect... je ne parle pas seulement de l'aspect d'éveil, de croyance, même en des ovnis, des êtres invisibles, des choses comme ça. Je parle vraiment simplement de prendre conscience que ce qu'on vit, que ce qu'on expérimente, ça va bien au-delà de la matière, et que ce que nous sommes en tant qu'être humain peut enrichir le monde entier, tout ce qui construit notre monde. Et en ça, je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de gens éveillés, mais pas forcément dans le soin. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent en séance. Ce sont des personnes qui me parlent de leur éveil spirituel, de leur questionnement sur le fait de devenir accompagnant ou pas. Et généralement, l'information qui me vient, c'est qu'il ou elle continue cet éveil parce que ça l'enrichit personnellement et ça lui servira d'outil supplémentaire dans ce qu'elle exerce déjà. C'est-à-dire que c'est pas l'outil principal, c'est pas la boîte à outils, c'est juste un tournevis dans la boîte à outils, mais qui va tout changer, en fait, dans sa manière d'interagir, de vivre et de construire au quotidien. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une erreur ou plutôt un écueil dans le cheminement d'éveil spirituel, c'est d'associer ou de croire que parce qu'on s'éveille spirituellement, on doit se diriger vers le soin, c'est ça? En fait, c'est une réflexion que je mûris depuis un moment et je ne sais pas ce qu'elle vaut, encore une fois, hein, toutes mes paroles n'engagent que moi. Et c'est juste une proposition de compréhension de ce qui se passe. J'ai la sensation qu'en tout cas en France, je vais parler de la France parce que je ne connais pas suffisamment les autres pays, mais en France, on vit une forme de désillusion par rapport au modèle de vie qui nous est proposé depuis des décennies. Je ne sais pas depuis combien de temps, je ne suis pas assez calée en histoire pour ça, mais en tout cas, quand j'observe les générations précédentes et la manière dont elles envisagent leur vie, leur quotidien, leur carrière, etc., je me rends compte qu'aujourd'hui, dans les nouvelles générations, et même dans ces générations-là qui veulent se renouveler, il y a une sorte de désillusion par rapport au modèle qui a été proposé jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a affaire à des êtres qui n'ont plus envie de compromettre leur bien-être au profit de quelqu'un d'autre qui n'en a juste rien à faire de ce qu'elles peuvent ressentir. Et donc, mon constat, c'est que j'ai de plus en plus de personnes qui exercent un métier qu'elles aimaient, mais qui n'aiment plus la manière dont on leur demande de l'exercer. Et donc, quand arrive cet éveil spirituel, c'est-à-dire cet éveil qui répond à leurs demandes de considération et de profondeur dans ce qu'elles vivent, il y a cette difficulté à faire le lien entre le métier qu'elles exercent déjà et cet éveil spirituel. Et comme aujourd'hui, on a tendance à mettre un joli papier cadeau autour de ce métier, on va en parler sous le prisme d'un métier, mais de ce métier de médium ou d'accompagnant ou quoi que ce soit, on en fait quelque chose de très joli, de super, ça rend les gens incroyables, tout ça, alors que on sait, toi et moi, que c'est totalement faux. Mais en tout cas, il y a cette espèce de croyance que l'éveil spirituel, oui c'est ça, l'éveil spirituel est la solution
doit devenir un métier parce que vu que la spiritualité nous épanouit et que notre métier c'est ce qui nous rend triste, bah pourquoi pas faire en sorte que la spiritualité devienne un métier? Parce que ça nous rendra heureux. Oui, c'est très bien dit. Justement, puisque tu parles un petit peu de ce que c'est que les contreparties de ce type de métier, de ce type de fonction d'accompagnant, qu'on soit médium ou dans le soin, c'est un peu la même chose, j'imagine. Est-ce que toi, tu peux nous partager justement quelles sont tes contreparties au quotidien, ce que ça te coûte, entre guillemets, d'être médium? Alors, je me permets de parler d'abord d'un aspect qui est très pragmatique, parce qu'en fait, je crois que c'est ce qu'on oublie dans ce métier-là. C'est qu'il y a un aspect qui est tout à fait relié à la société et à ce que la société nous demande en retour dans le fait d'exercer ce métier. C'est qu'on a tendance à faire tout un espèce d'amalgame et de gloubi-boulga, là, du métier de médium et de la loi d'attraction parce que tu travailles dans l'énergétique, et bah t'es un être parfait qui a réglé tous ses problèmes et du coup comme t'as réglé tous tes problèmes, bah la providence magnifique t'envoie tout ce dont tu as besoin sans faire d'effort et c'est un métier parfait qui n'a aucune contrainte. Eh bien non. C'est un métier qui s'exerce sous le prisme de l'auto-entreprise ou en tout cas de l'entrepreneuriat en termes généraux selon le statut qu'on choisit. Il y a un aspect administratif, il y a un aspect organisationnel qui existe, un aspect, ça va être très mal dit, mais c'est le terme qui veut, hein, de communication, de marketing, de tout ça en fait qui entre en jeu et qui est effectivement... je sais pas si le terme est assez antinomique, en tout cas qu'on a du mal à relier à ce métier. Voilà. C'est l'aspect qui peut être un peu lourd et qui est déjà lourd pour d'autres métiers, hein, pour les métiers même de l'art, tous les métiers d'entrepreneuriat d'ailleurs. Il y a toujours cet aspect-là qui est très lourd, qu'on oublie et qui implique d'être toujours à fond. Parce que si t'es pas toujours à fond, bah, t'as pas de congés payés, t'as pas de vacances payées, t'as pas tout ça. Donc, c'est un métier que, d'un point de vue vraiment terre-à-terre, pragmatique, te demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de toi, beaucoup d'investissement personnel en termes de temps, en termes de tout, en fait. Donc ça, faut pas le négliger, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Et c'est ok, heureusement qu'on n'est pas tous faits pour la même chose. Donc il y a certaines personnes qui vont se heurter à ça d'abord. Après, pour l'aspect qui pour moi est le plus important et qui est celui qui donne la motivation d'exercer ce métier-là, bah, c'est forcément que la médiumnité, ça fait partie de toi, en fait. C'est quelque chose enfin moi je parle de la médiumnité, pour moi médium signifie milieu, donc c'est le pont entre deux mondes, entre deux dimensions. Pour moi être médium c'est faire le pont entre la matière et l'invisible, de manière un peu grossière. Donc j'estime que quelqu'un qui travaille en énergétique, qui est accompagnant, thérapeute par sa spiritualité, travaille par le prisme de la médiumnité. C'est personnel comme considération. En tout cas, le fait d'être médium, c'est un métier qui va conditionner notre santé, notre bien-être à la fois émotionnel, spirituel, physique. Tous les aspects de notre personne sont impliqués dans ce métier. Tout simplement parce qu'on est en connexion avec toutes les grandes influences subtiles du monde. Que ce soit les influences communes, que ce soit communes à tous les êtres humains, l'inconscient collectif, c'est comme ça qu'on le nomme en général, que ce soit les influences astrales, et notre cher ami Jacques Birolini nous en parlerait très bien, et il nous en parle très bien d'ailleurs quotidiennement. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en connexion avec nous. C'est presque comme si, à partir du moment où tu exerces, en tout cas tu deviens médium professionnel, c'est-à-dire que tu décides d'en faire un métier, tu ne le vis plus que pour toi-même, mais tu le vis pour les autres. C'est comme si d'un seul coup, tu branchais plein de prises extérieures à ton système personnel. C'est comme si d'un seul coup, Ouais, c'est ça, c'est comme si tu branchais plein de micros sur toi. Et là, après, libre aux influences extérieures de parler à travers ces micros
et de t'influencer. Par exemple, c'est un exemple qui est vécu par beaucoup d'accompagnants, voyants, thérapeutes, ou énergéticiens, médiums. Ça m'arrive assez régulièrement de vivre des symptômes de santé, de vivre des douleurs ou des choses dans mon corps qui en fait ne m'appartiennent pas. Mais je m'en rends pas compte sur le moment. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir... le dernier exemple en date, c'est ma cheville. Une douleur fulgurante à la cheville qui m'empêchait de marcher correctement pendant 3-4 jours. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi c'était là. Je me posais vraiment la question jusqu'à me demander effectivement si j'allais pas consulter un médecin. Et mon conjoint me dit, mais t'es sûr que ça serait pas là, une douleur qui appartiendrait à un ou une de tes consultants ou consultantes? Et je lui dis, bah écoute, je sais pas, je vais attendre un peu et puis on verra. Effectivement, 2 jours plus tard, une personne qui me consulte pour une douleur fulgurante à la cheville qui lui empêche de marcher correctement. Et je lui fais la séance et la douleur a disparu pour elle, heureusement, et elle a disparu pour moi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, que j'enseigne aux personnes qui me demandent conseil et que j'accompagne, c'est-à-dire ne pas récupérer le mal de l'autre. Mais il y a un aspect que tu ne peux pas maîtriser, c'est-à-dire que malgré toi, tu t'es engagé à entrer en communication avec quelque chose qui ne t'appartient plus vraiment. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais des forces qui sont comme des colocataires en toi. Et cette contrepartie que tu dois accepter, c'est que ta santé peut être momentanément détériorée, ta santé physique, mais ta santé mentale aussi. Et par exemple, quotidiennement, je reçois des messages en rêve pour des gens que je connais soit par le prisme des soins, soit même parfois par les réseaux sociaux, des gens que je suis, comme ça, juste que je connais pas personnellement. Hein. Mais je reçois des messages pour eux. Et je le demande pas. C'est embêtant, ça. Ouais, c'est quand même un truc de dingue. Donc après, à moi de me poser la question de si je leur transmets ou pas. Mais voilà, il y a aussi ce truc-là, cette charge mentale de dire, bon, j'ai eu ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le transmets ou pas? Et puis malgré tout, c'est aussi du temps d'introspection, du temps de repos qui est occupé par des choses qui ne me concernent pas personnellement. Et ça, il faut être prêt à l'assumer en fait. Parce que c'est éreintant parfois. Et du coup, j'imagine que ça suppose chez toi une hygiène de vie particulière. Tu peux nous en parler? Ouais. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres accompagnants, pour tous ceux que je connais en tout cas qui font partie de mon environnement, ça a l'air de se passer à peu près de la même manière. Je remarque que j'ai un corps extrêmement sensible. Sensible aux douleurs, sensible d'un point de vue de ce qui est ingurgité, que ce soit en termes alimentaires, que ce soit par rapport aux informations que auxquelles je peux me confronter. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction immédiate. Quand tu vis ta médiumnité pour toi-même, alors c'est pas, encore une fois, je fais des généralités, hein, c'est plus complexe que ça, mais quand tu vis ta médiumnité pour toi-même, généralement, les sollicitations que tu as, c'est celles qui t'entourent. Au pire, tu peux être sollicité par le lieu que tu habites ou par des informations relatives à tes proches, mais pas beaucoup plus loin. Que quand tu décides de t'ouvrir au monde et de travailler pour le monde, entre guillemets, eh bien là, tu deviens sensible au moindre stimuli. C'est comme si ton curseur de sensibilité était augmenté. Je connais beaucoup d'accompagnants qui ont des pathologies chroniques, par exemple, des pathologies liées aux inflammations, notamment. Et ça nécessite, et c'est mon cas, hein, j'ai un corps qui entre en inflammation extrêmement facilement, ce qui fait que je ne fume pas, je ne bois pas. Si je bois un petit peu d'alcool, je sais que je vais en payer le prix après. Je supporte d'ailleurs très mal toute substance qui peut changer mon état de conscience. En tout cas, mon corps va avoir du mal à s'en remettre après. Je ne peux pas consommer tous les... Alors je ne peux pas, je le peux, mais encore une fois, j'en paye le prix directement après, hein, dans les heures qui suivent. Je ne peux pas consommer d'aliments qui provoquent des inflammations, en tout cas des aliments qui ont été transformés. Donc tous les aliments transformés vont détériorer ma santé. Je suis sensible finalement à tout ce qui est onde,
même si pour ma part, ça va, ça reste assez neutre à mon sens. Et en même temps, comme je suis entourée d'objets connectés, mais peut-être que si je les arrêtais du jour au lendemain, je sentirais un mieux-être immédiat. Je suis sensible à beaucoup de choses en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis obligée d'avoir un mode de vie qui soit assez strict. Sur plein d'aspects, hein, même d'un point de vue de ce que je peux regarder comme film, comme série ou quoi que ce soit. Je suis obligée de choisir ce que je regarde et à quel moment, parce que je sais que ça va influencer ce que je vais dégager. Et donc, je suis très rigoureuse, notamment avant les séances, donc les heures qui précèdent les séances, sur ce que je regarde ou ce que j'écoute, parce que je sais que ça peut transparaître sur les séances, notamment. Même si ce qui est rigolo, c'est que je suis généralement poussée à regarder des choses. Des fois, je m'étonne, je me dis pourquoi je regarde ça. Et je me rends compte qu'en fait, c'est un thème qui concerne la séance qui va suivre. Donc même par rapport à ça, c'est-à-dire que dans mes temps de repos, parce que je regarde beaucoup de documentaires, de vidéos, etc., je suis très friande de ça. Je regarde pas la télé, pour le coup, la télé, c'est trop délétère pour moi. Ce qui transparaît des chaînes de télévision, je peux pas. Et puis comme tu peux difficilement choisir ce que tu regardes, notamment via les publicités, etc., j'ai complètement banni ça de mon quotidien. Par contre, dans mes temps de repos, lorsque je regarde des vidéos, des documentaires, des choses comme ça, je sais que je vais être influencée par les besoins des gens pendant les séances plus tard. Donc, en fait, tu vis un peu pour toi et tu vis beaucoup pour les autres. Donc, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à laisser cette place-là aux gens. Et il faut être prêt à ce que... Alors, pour le coup, en ce qui concerne les sensibilités corporelles lorsque l'on exerce ce métier, moi je suis persuadée que c'est inhérent à la médiumnité innée, au fait d'être quelqu'un de très connecté de base et de très sensible de base. Quelqu'un qui souhaite exercer un métier, par exemple, je pense notamment au Reiki ou au Laoshi, qui, il me semble, parce que ce ne sont pas des pratiques que j'exerce, mais il me semble que c'est un raccordement à une énergie universelle, c'est-à-dire qu'on se connecte, quelqu'un nous connecte par des protocoles, etc., à un type d'énergie particulier. Donc je crois que pour exercer le Reiki, tu n'as pas besoin de prédisposition. Donc là, je pense pas qu'il y ait ces mêmes restrictions, bien que. Je n'attends j'attends qu'on me contredise là-dessus parce que je ne suis pas concernée, donc que les auditeurs et auditrices n'hésitent pas à me donner leur point de vue et leur vécu, ou te le donner à toi. Mais j'ai la sensation que cette sensibilité est quand même inhérente à une condition innée, naturelle, de naissance. Quand je t'écoute, je me demande, est-ce que finalement, quand tu as de manière innée comme toi cette sensibilité extrême qui fait que tu peux exercer en tant que médium, est-ce que tu peux consciemment décider de dire stop, c'en est trop pour moi, parce qu'on comprend que c'est parfois difficile à vivre. Est-ce que tu pourrais, selon toi, dire ok, maintenant stop, j'arrête, je fais complètement autre chose, parce que je n'arrive plus à supporter cet état, quoi. Ce qui est très contradictoire, c'est que j'ai eu très peu de périodes dans ma vie durant lesquelles ma médiumnité s'éteignait presque complètement. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois. La dernière en date, c'était à cause d'une grippe. Et c'était extrêmement confortable parce que pendant quelques heures, je me rendais compte de ce que ça faisait de ne rien sentir autour de soi, de ne pas sentir de présence, d'influence extérieure ou quoi que ce soit. Et on oublie ça parce que quand on le vit tous les jours, H24, 7 jours sur 7, en fait, c'est notre norme personnelle. Mais finalement, au bout d'un moment, on finit par manquer. En fait, quand on est fait pour ça, ça fait partie de nous. Et donc, si ça disparaît, c'est comme si on était amputé d'une partie de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus soi-même. Et j'ai remarqué aussi que lorsque je fais des pauses, que je prends des vacances un peu longues,
et quand je dis longue, c'est au-delà d'une semaine, hein, donc c'est quand même très rapide, ma santé se détériore. Et j'ai remarqué que chez beaucoup de magnétiseurs, lorsqu'ils n'utilisent pas leur magnétisme pendant un moment, c'est comme s'il y avait une sorte de... Comment expliquer ça? C'est comme si on n'évacuait plus suffisamment, c'est-à-dire qu'on est habitué à un certain débit, on est habitué à un certain mouvement subtil, et une fois qu'on freine ce mouvement-là un peu, notre système le vit comme un ralentissement presque pathologique. Et vont survenir des petites pathologies, des symptômes, des trucs hyper désagréables. Et moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends des vacances, si je m'arrête complètement, si je ne fais plus de soins, plus rien, je tombe malade, physiquement. Et j'ai entendu pas mal de témoignages autour de moi de personnes qui vivent la même chose, des magnétiseurs par exemple, qui ont des éruptions d'eczéma sur les mains, etc., dès qu'ils arrêtent d'utiliser leur magnétisme. Donc, c'est à la fois quelque chose qu'on ne choisit pas vraiment quand on est fait pour ça, à la fois quelque chose qu'on choisit, parce qu'en fait, ça fait tellement partie de nous qu'il y a comme une sorte de décision quotidienne. Hein. Tous les matins, je me lève en me disant « bon, bah, c'est ce que je vais faire parce que je le choisis ». Parfois, c'est éreintant parce que c'est quelque chose qui te prend tellement aux tripes et qui te prend dans tout ce que tu es, que parfois t'as juste envie que tout s'arrête, et en même temps quand tu entrevois ce que ça pourrait donner quand ça s'arrête, t'es déprimé, tu te sens mal, et tu le vis super mal. Donc, je pense que c'est une quête d'équilibre, comme tout un chacun, hein. On vit tous cette quête incessante de trouver l'équilibre, et je pense qu'on est tous des êtres... indécis dans tout ce qu'on fait. Quand on a, on voudrait avoir moins, quand on a moins, on voudrait avoir plus, et quand on a ça, on voudrait autre chose, et ça, je pense que ça fait partie de l'être humain et de son esprit avant-gardiste, en tout cas créateur, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir stagner, parce qu'en fait, notre esprit foisonne d'idées, a envie de construire, de concevoir, on est à l'image de Dieu, hein, à l'image de l'univers, et donc on a en nous ce germe de la création. Et ce germe de la création fait qu'une fois qu'on a atteint un état, une fois qu'on a atteint un état d'être et une volonté, quelque chose qu'on espérait depuis longtemps, eh bien on a envie de passer à autre chose. Et je pense que ça n'échappe à personne. Et dans le prisme de la médiumnité et de l'accompagnement, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. T'en as un peu marre, mais en fait, t'en as pas marre. Quand tu t'arrêtes, tu reveux, puis quand tu recommences, tu veux plus. Et tu vois, sauf a priori quand on est médium, parce que quand on est médium, en tout cas comme toi, c'est-à-dire qu'il y a différents types de médiumnité, mais quand on est médium depuis toujours, on sent que de toute façon c'est en nous et que ça nous appelle et que c'est une sorte d'évidence. Mais pour les personnes pour qui ça vient plus tard, tu vois, ou qui ont d'abord eu une première partie de vie, d'ailleurs comme moi, et qui d'un coup ont un événement qui les fait avancer sur ce chemin d'accompagnant. Quelque part, la question, c'est comment est-ce qu'on est sûr, comment peut-on être sûr que c'est cette voie-là qui est la nôtre? Je pense que toute personne qui espère une certitude dans sa vie est une personne qui est vouée être déçue. Bon, bah ça c'est fait. C'est un constat personnel, hein. Je pense et je ressens que l'incarnation est, par essence, un engagement dans un processus qui sera dépourvu de certitude tant qu'on n'a pas essayé de vivre ce qu'on a à l'esprit, en tête. Mais, effectivement, je pense que la première chose nécessaire pour savoir si on est sur sa route ou pas, c'est de savoir écouter son intuition et ses tripes. Quand on dit qu'on a quelque chose dans les tripes, c'est ça en fait, c'est que on a en nous, dans notre ventre, profondément, ce besoin, cette assurance qu'il faut qu'on y aille, qu'il faut qu'on essaie. Même si on ne sait pas si ça va fonctionner,
Moi, je le répète souvent à des personnes qui me consultent et qui me disent j'ai commencé mon activité de thérapeute depuis 6 mois, je comprends pas, ça marche pas. Jeune padawan. Si tu savais le nombre d'années que j'ai attendu avant que ça marche. C'est-à-dire que quand on... Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à dire. Hein. C'est pas facile à dire que ça a mis des années à fonctionner. Hein, parce que pendant des années, je me suis dit, mais Léa, en fait, tu te fourvoies. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu à faire ça? Pourquoi? Mais en fait, j'avais en moi là où j'ai envie de dire la certitude, hein, que je ne pouvais pas faire autre chose. Ouais, c'était dans tes tripes, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Ah ouais, tu l'as dans le bide, quoi. Vraiment, pour parler crûment, c'est... Et d'ailleurs, autour de moi, mes proches me disaient « Mais de toute façon, tu peux pas arrêter. T'es faite pour ça. » C'est-à-dire que je transpirais j'ai pas envie de dire ce métier, hein, parce que pour moi, c'est bien plus qu'un métier. Cet état, ouais. Ouais, cet état. Ça émanait autour de moi, même quand ça ne fonctionnait pas, même quand je gagnais 300 balles par mois et que j'avais pas du tout de quoi manger à la fin du mois. Et tu vois, c'est... Encore une fois, on a l'aspect très pragmatique de l'entrepreneuriat et de ce que ça implique financièrement et en termes de concessions dans le confort de vie, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit quand même payer nos factures, boire, manger, prendre soin de nous, etc. Et en même temps, de l'autre côté, ce truc de « mais je suis faite pour ça et je sais que je suis faite pour ça et je ne peux pas renoncer à ça ». Donc je pense que... Bon, là, je parle d'un état qui est un peu à son paroxysme. Hein. Je pense pas que tout le monde soit aussi zinzin que moi là-dedans. Vraiment, non mais rassurez-vous. Parce que j'atteins un état un peu de zinzine quotidienne. Mais c'est ok, je suis en accord avec ça. Je pense que d'une manière plus raisonnée et raisonnable, quand on sent qu'on doit essayer ça, et généralement c'est une volonté qui reste. C'est-à-dire que on a l'idée de faire ça, et puis on se dit non mais j'ai peur parce que je veux pas renoncer à mon travail, j'ai un salaire qui vient tous les mois et c'est quand même bien confortable, et puis est-ce que j'en suis vraiment capable, et puis est-ce que machin. Eh bien, quand on se pose toutes ces questions et quand on se dit mais en fait non, je vais pas le faire parce que c'est trop de risques, eh bien on se dit ok, je reste dans mon métier précédent, je reste dans ce que je fais actuellement, je vais pas essayer parce que c'est trop de risques. Et en fait on se rend compte généralement au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que l'idée elle reste et qu'en fait on n'arrive pas à s'en défaire de ça. Et j'ai régulièrement, j'ai de temps en temps des personnes comme ça qui me le disent, ça fait partie de moi depuis toujours, mais j'ai jamais osé passer ce cap. J'ai jamais osé le passer parce que c'était trop de risques matériels. Et puis, quand ça vient tardivement, il faut en parler hein, quand même, ça vient potentiellement dans une période où tu as un conjoint, des enfants, un crédit, et que tu as plein de responsabilités qui sont inhérentes à notre vie dans cette société, qui demandent des fonds financiers, parce que c'est quand même grâce à cette énergie-là, l'argent, qu'on fonctionne tous les jours, et c'est ce qui nous permet aussi de connecter avec le reste du monde. Donc c'est notre troc à nous. Et ça nécessite qu'il y ait une rentrée pécuniaire qui soit régulière et suffisante. Donc oui, ça fait peur. Et ça, c'est la partie d'entrepreneuriat, hein, pour le coup, hein, dont on parle. C'est pas de la partie médiumnité. Vous pouvez être un super bon médium, mais si vous n'entrez pas dans les codes de ce qui est demandé pour que ça marche, entre guillemets, pour vous, ou si vous n'avez pas encore eu le temps de faire vos preuves, parce que moi, c'est ce qui m'a demandé du temps, en fait. C'est que j'ai commencé un peu jeune, quand même. Et donc là, il faut faire ses preuves pour que ça fonctionne. Quand ça commence tard... Bah effectivement, tard, ça veut dire que potentiellement, il faut réajuster sa vie, réajuster sa manière de se présenter. Et ce qui n'est pas facile non plus, et ça c'est important d'en parler aussi, c'est que quand on se lance dans un métier comme ça, quand on décide d'accompagner par le prisme de l'invisible, on a à la fois peur du regard de l'autre, mais le regard de l'autre change. Et donc,
il faut être aussi prêt à ce que potentiellement notre entourage change. Parce que même si ces métiers-là sont de plus en plus acceptés et mis en valeur, il y a quand même toute une part de la société qui le rejette encore. Et donc, dans une société qui nous demande une image qui soit, entre guillemets, fidèle à ce que l'on est, mais qui corresponde aussi à la norme qu'on nous demande, le fait de se montrer sous ce prisme-là, c'est personnellement pas facile. Et selon le caractère qu'on a et la manière dont on a vécu, le regard sur soi, le regard des autres, etc., ça va demander plus ou moins de temps. Et effectivement, ça va impliquer aussi d'accepter de perdre une certaine partie de son entourage qui n'acceptera pas. Ça va demander aussi un engagement sur le long terme dans le sens où si vous faites un métier, on va dire, un peu, pas terre à terre, mais un métier conventionnel qui demande une personnalité conventionnelle, à partir du moment où vous aurez évoqué cet attrait pour l'invisible, cet attrait pour les métiers un peu alternatifs, ça vous suivra. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, si vous voulez revenir un jour à un métier plus conventionnel, pas tous les métiers, mais en tout cas certains, ça nécessitera d'accepter qu'à un moment donné, vous soyez passé par la case alternative, la case illuminée, et ça ne sera pas accepté par tous les employeurs, etc. Donc en fait, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de choses à prendre en compte, si on a envie de le prendre en compte. Parce que sinon, il y a la méthode que j'adopte, où tu t'en fous. Voilà. Ouais, ce qui demande un certain lâcher-prise. C'est pas facile. Hein. Et j'aimerais réagir du coup sur ce que tu as dit avant et partager, pour le coup, je le fais pas souvent, mais cette fois-ci, je pense que c'est pertinent, ce que j'ai personnellement vécu quand je me suis lancé dans mon activité. Puisque, au contraire de toi, moi j'ai effectivement eu un métier conventionnel pendant pas mal de temps, et puis j'ai eu cet appel qui vraiment, comme tu le disais, est venu dans les tripes me chercher, et je savais que il fallait que je me lance, même s'il y avait plein de peurs associées, plein de contraintes, et puis comme tu le dis, aussi plein de conséquences financières potentielles, parce que quand on se lance après 35 ans, forcément, on a souvent une famille, on a souvent des crédits, on a souvent des enfants, on a souvent plein de choses qui peuvent être des freins dans ce type de projet. Et moi, la première chose que je me suis dit, c'est je ne veux pas regretter de ne pas avoir tenté. Je ne veux pas rester dans cette idée de regret, parce que ce sera pire que tout, et ça, je vais le porter longtemps. Deuxièmement, et pour être très pragmatique, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans quelque chose où j'ai aucune idée des revenus que ça va pouvoir générer. Donc, je vais regarder combien de temps je dois me donner pour essayer de vivre de cette activité. Et du coup, je me suis dit, ok, et je l'ai fait avec ma femme en plus, vraiment en connaissance de cause, binôme, quoi. En binôme. On s'est dit, ok, quelque part, je peux m'offrir 2 ans pour m'investir à fond, vraiment à 200% dans cette activité, et au bout de 2 ans, je serai en mesure de savoir si ça va ou pas pouvoir être un métier dans la durée. Et en fait, le fait d'avoir fait ça m'a enlevé beaucoup de pression sur le côté il faut gagner sa vie, entre guillemets, ce qui est une expression qui me fait toujours un peu rire, au quotidien. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, c'est pas grave si je gagne pas ma vie pendant 1 an, pendant 1 an et demi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au bout de 2 ans, je sois en mesure de dire, ok, je suis en mesure ou pas de vivre de cette activité, tu vois. Et c'est ça qui m'a poussé, qui m'a aidé beaucoup à me lancer. Et puis après, comme tu le disais, il y a aussi cette notion de regard des autres. Quand on a eu une activité très conventionnelle et qu'on a aussi joué ce rôle-là, parce que quelque part, on finit par s'identifier au rôle qui est le nôtre sociétalement, eh bien, c'est pas facile de se lancer dans quelque chose
d'alternatives, comme tu disais, et puis de s'ouvrir à cette sensibilité, à cette part de nous, et de l'afficher, de l'affirmer dans son entourage, dans sa famille, auprès de ses relations. C'est vraiment pas évident. Complètement. Mais c'est super que tu en parles parce que forcément, c'est un parcours que je n'ai pas vécu pour ma part. Mais par contre, c'est vrai que il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'autorisent. Parce qu'en fait, pour les personnes comme toi, à mon sens, c'est une autorisation qu'on s'octroie à un moment donné de sa vie. Je pense que c'est quelque chose qui a fait partie de toi et qui a fait partie de vous, parce que j'ai envie de parler de toutes les personnes qui se sentent concernées par ton parcours. Ça fait partie de vous depuis toujours, depuis votre naissance. Vous êtes venu avec ce projet-là d'incarnation. Mais effectivement, s'affranchir d'une certaine forme de normes imposées par la société, ce n'est pas facile. Et en même temps, là où parfois on fait passer ce type de parcours comme marginal, au contraire, moi je trouve qu'on s'inscrit énormément dans notre société d'aujourd'hui, parce qu'en fait on l'a fait évoluer. Et je trouve extrêmement important que l'on puisse être les précurseurs de métiers qui, à mon sens, doivent être un peu plus réglementés sur certains aspects, hein, parce que voilà, il y a ceux qui l'exercent correctement et puis il y a les autres, mais de métiers qui sont, pour moi, une part intégrante de ce que va devenir la société de demain. C'est-à-dire que on a affaire aujourd'hui à des personnes qui sont, en tout cas à une population qui est fatiguée d'être déconnectée de leur essence profonde, de son essence profonde, de vivre dans le vide, voilà, dans ce qui est dépourvu de sens. On essaie de donner un sens intellectuel, mais profondément, on sent que beaucoup de choses n'en ont plus. Et la spiritualité, elle vient redonner du sens, en fait, à tout ça. Et moi, j'ai la chance de me rendre compte dans mon métier que la spiritualité, elle est en train d'éveiller toutes les strates de notre société, même celles qui sont très inattendues, extrêmement inattendues. Et même celles qu'on pense pourries jusqu'à la moelle, même là, c'est en train de faire sa petite place tranquillement. Et c'est ce qui me donne foi aussi en la société de demain. Eh ben écoute, c'est un message d'espoir parce qu'effectivement, souvent les gens qui sont assez ouverts spirituellement ont arrêté de regarder les infos, ont arrêté de se renseigner sur ce qui se passe dans le monde parce que ça peut avoir un effet un peu décourageant et on peut se dire mais en fait tout ça c'est une histoire que je me raconte parce que le monde tel qu'il m'est présenté c'est absolument l'opposé de tout ce que moi je ressens de cet éveil spirituel quoi. Alors que moi j'ai eu la chance de constater que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu de la télé, dans le milieu du journalisme, que ce soit dans les métiers, même tous les métiers qu'on connaît aujourd'hui, tous ceux qui sont exercés dans la société, il y a un éveil qui se met en place sur toutes ces strates-là, toutes. Donc vraiment, gardons confiance. Hein. Et là, ça s'entend, je pense, j'ai le sourire aux lèvres quand je dis ça, parce que c'est une chance que j'ai de constater que c'est réel. Et que cette image qu'on a des éveillés, des éveillés qui vont tous s'exiler dans le fin fond de la campagne pour élever des chèvres dans le Larzac et qui... on a ce truc-là, cette espèce de stéréotype. Alors c'est génial d'élever des chèvres dans le Larzac, hein, et vraiment, mais big up à vous parce que j'adore votre vie. C'est trop génial ce que vous faites. Mais justement, c'est stéréotypé, c'est-à-dire que on pose toujours cette étiquette de... ah bah tu viens de t'éveiller spirituellement, alors tu pars des grandes villes, tu vas t'exiler dans la campagne et puis tu te coupes du monde et puis tu joues du tambour tous les vendredis soirs. Non, en fait, c'est génial de faire ça, c'est génial, il n'y a pas aucun jugement là-dessus. C'est juste qu'il n'y a pas de stéréotype, il n'existe pas, à mon sens, une image de ce qu'est l'éveil spirituel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les strates qui ne sont pas encore, on va dire... portés majoritairement par cet éveil spirituel, il y a beaucoup de gens qui le vivent mais qui se taisent, qui n'en parlent pas, mais qui le vivent. Et c'est ça en fait qui fait que je m'estime chanceuse de le constater, c'est que notre société
évolue réellement, même si ça ne se voit pas encore. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, l'éveil spirituel, il va autant donner envie aux gens d'aller s'exiler dans la campagne et de vivre une vie un peu de bohème, et ça, c'est super. Mais ça va aussi donner envie aux gens de rester dans des strates de la société qui sont encore dites conventionnelles, mais qui vont les faire évoluer de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas en changeant la façade de ta maison que tu vas transformer la déco à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu rentres pas à l'intérieur et que tu fais pas les choses à l'intérieur de ta maison, elle restera identique à comment elle était avant. Donc, c'est très important à mon sens qu'il y ait des éveillés qui prennent soin du jardin, mais qu'il y ait des éveillés qui prennent soin de l'intérieur de la maison aussi. Et c'est en train de se faire, même si, encore une fois, je le répète, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est en train de se faire. Et ce sont toutes ces personnes qui osent être un peu en marge de ce qui leur est demandé, que la société est en train d'évoluer, que je sens que même les médias vont changer, notre politique changera à un moment donné, c'est certain. La société est en train de se transformer. Alors je dis pas que demain tout va changer, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais ouais, je pense qu'il faut avoir confiance parce que ce que vous avez vécu, ce que tu as vécu, ce que d'autres personnes vivent, c'est-à-dire cet éveil que j'ai pas envie d'appeler tardif parce que ce serait mal en parler, en fait. Je dirais un éveil qui arrive en milieu de parcours. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un début qui se passe d'une certaine façon et puis à un moment donné, au lieu de continuer la route tout droit, vous avez pris une bifurcation et c'était celle qui vous était destinée et qui répondait finalement à ce que vous êtes venu faire sur Terre, à ce qui vous anime profondément. Et c'est en ça que la société est en train de changer. C'est que là où on a vécu un âge particulier dans notre société, en fait, j'ai la sensation que les générations, quand on parle de génération, là par exemple la génération de mes parents, de mes grands-parents, arrière-grands-parents, chaque génération a sa personnalité, a ses traits de caractère. Et là, on est en train de vivre une bifurcation depuis, j'ai envie de dire, 10 ans, qui est en train de changer complètement les caractéristiques de la société. Et donc, il y a la génération précédente, la personnalité précédente qui est en train de se débattre pour rester en vie, entre guillemets, qui n'accepte pas ce changement. Mais en fait, c'est peine perdue parce que le changement, il va avoir lieu. C'est inhérent à la vie, hein. C'est inhérent à tout ce qui est. La Terre, elle est certes toujours la Terre depuis des milliards d'années, mais elle ne cesse de changer chaque jour. On ne peut pas freiner le changement. On peut essayer, mais ça ne dure jamais longtemps. Merci Léa pour ces ressentis qui sont précieux. Ça fait du bien. J'aimerais qu'on termine cet épisode. Tout à l'heure, tu as dit que, et tu me l'as partagé avec une totale transparence, et merci pour ça, que dans ton parcours, voilà, ça s'était pas fait en un jour, que tu avais mis longtemps à pouvoir vivre de ce qu'est aujourd'hui ton métier, ta médiumnité. Quelles sont selon toi les clés qui ont fait que tu as pu en vivre, et ça servira forcément de conseil à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu étais avant? Alors déjà, pour poser le contexte d'où je pars, parce que toutes les personnes qui vont nous écouter ne me connaissent pas forcément et ne connaissent pas forcément mon parcours. Moi, j'ai commencé ce métier à 21 ans. Donc je n'ai jamais eu d'autre métier. C'est-à-dire que j'ai eu des petits boulots comme on peut en avoir quand on termine ses études, etc. Mais j'ai pas eu d'autre métier. Donc je pense que je suis partie avec, je vais appeler ça des handicaps, mais c'est certainement mal dit, le handicap de la jeunesse, c'est-à-dire que dans notre société, je sais pas si c'est le cas dans les autres, mais on ne fait pas vraiment confiance à l'expérience des jeunes. La jeunesse est synonyme de manque d'expérience. Alors qu'on le sait, c'est totalement faux, parce qu'en fait, on a des choses à apporter, peu importe notre âge. Et parfois, on a des sages de 18 ans, et
et des imbéciles de 80. Donc, donc voilà, j'ai commencé avec ce petit handicap et je pense que le fait aussi d'être une jeune femme ne m'a pas aidée. Donc, je suis partie avec un parcours même émotionnel, personnel, très compliqué qui a fait que ce métier a aussi été une sorte de chemin initiatique pour moi. Je sais que les premières années ont été difficiles parce qu'elles venaient me restructurer, régler certaines choses qui ne l'étaient pas de mon enfance et de mon adolescence. Je sais que j'avais des peurs à régler aussi par rapport à ma médiumnité, hein, qui était encore très présente. Mais globalement, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné et quels conseils je pourrais donner? Je dirais que c'est important de laisser transparaître notre univers personnel. C'est-à-dire que toutes ces années, je me suis beaucoup amusée dans ce que je faisais. J'avais une envie de transmettre qui était beaucoup plus forte que mon envie de tout arrêter quand je voyais que ça prenait pas. Et c'est une conversation que j'ai eue avec mes parents il y a seulement quelques jours, où je disais notamment à mon père que j'écrivais beaucoup d'articles sur mon blog quand j'ai commencé, donc il y a une centaine d'articles maintenant d'écrits sur mon blog, et quand j'écrivais, je savais que quasiment personne n'allait les lire. Je le savais, j'écrivais en me disant, bon, bah, ce sera peut-être lu par 4 personnes, et puis c'est tout. Et en même temps, au fond de moi, il y avait ce truc de me dire, tu le fais maintenant pour plus tard. Tu écris ça maintenant, parce qu'en fait, c'est dans 4-5 ans que ça va te servir, et que ça aura vraiment de l'importance. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que c'est important à la fois d'être présent maintenant et d'avoir des idées pour maintenant et de ne pas trop espérer de l'avenir, mais en même temps d'avoir une idée assez concrète de ce qu'on attend de l'avenir. On n'est plus dans le principe de l'espoir. J'espère que dans 5 ans, j'aurai ceci. Non, dans 5 ans, j'aurai ceci. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que dans 5 ans, j'ai ça? Et j'ai fonctionné comme ça. Là, ça fait 7 ans maintenant que j'exerce ce métier. Je savais ce que j'aurais. Et aujourd'hui, je l'ai. Mais c'est même indécent. Hein. C'est même complètement indécent à quel point tout ce que je projetais pour l'avenir, je l'ai obtenu. Et donc, j'ai vécu, on va dire, au moins 4 ans, je pense, avec ce truc de, bon, ce matin, je me lève pour faire des choses qui vont être regardées par personne. Mais plus tard, ce sera regardé, ce sera écouté. Donc, il faut que je le fasse. C'est-à-dire que tu prends du recul sur ce qu'est le temps. Tu te dis pas, ah là là, mon Dieu, le mois prochain, j'ai toujours pas de réservation dans mon agenda. Tu te dis, bon ok, là pour le mois prochain, ça fait un peu peur, j'ai pas trop de réservations, mais t'inquiète, dans 3 ans, ça sera blindé. Alors c'est facile à dire, hein, encore une fois, là je parle par le prisme d'une personne qui vit en France, un pays qui est quand même... où on a beaucoup de chance sur plein d'aspects, où financièrement c'est quand même relativement facile, etc. Donc il faut aussi prendre le contexte global et tous les privilèges dont j'ai bénéficié. Et en même temps, je sais que comme je suis venue sur Terre pour ça, ce sont des choses qui ont été convenues avant. Et je sais aussi que pour toutes les personnes qui sont faites pour ça, il y a ça, il y a ce soutien-là. C'est-à-dire que on n'en a pas parlé, mais quand t'es fait pour ça, il faut avoir la foi que t'es pas seul. Et ça veut pas dire que t'es entouré de 10 personnes physiques là autour de toi qui vont faire un brouhaha comme une salle remplie de collègues. Non, c'est un brouhaha qui est beaucoup plus subtil, mais on est entouré, on est aidé. Et je pense que si aujourd'hui j'ai aussi tout ce que je voulais avoir et que j'ai atteint mes objectifs pour ces années-là, hein, parce que j'en ai d'autres qui sont encore en cours de création. Mais je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'à la fois j'ai eu la ténacité de me dire non, peu importe ce qui se passera, même si je dois prendre un job secondaire, même si machin, je ferai ça de ma vie. Donc j'ai eu cette discipline, c'est même pas de la volonté, c'est de la discipline hein, pour le coup. Mais j'ai aussi eu un soutien de l'autre côté qui a été énorme. Donc je pense que dans les conseils, c'est discipline. Disciplinez-vous, même si vous avez l'impression que ce que vous faites, ça ne sert à rien, ça sert. Et même si l'utilité n'est pas optimale aujourd'hui, elle le sera très certainement demain.
Et surtout, aujourd'hui, on est dans l'ère de la surabondance de comptes Instagram, de chaînes YouTube, de tout ça qui soit dans le domaine de la spiritualité et de la transmission. Mais si vous regardez bien, et là je me permets ce jugement, voilà, je me le permets, si vous y regardez bien, dans 90% des cas, ces comptes racontent la même chose, fonctionnent selon les mêmes codes, nous revomissent des informations qu'on peut trouver dans le premier bouquin de la première librairie du coin. Il n'y a pas cette profondeur qu'on attend, c'est-à-dire la personnalité qui est retransmise dans ce qui est créé, dans ce qui est transmis par les réseaux ou quoi que ce soit. Donc, ce qui va faire la différence entre cette masse-là et vous, c'est votre personnalité et surtout ce que vous allez pouvoir apporter comme philosophie de vie et d'expérience. Moi, ce qui me plaît, parce que je suis des personnes, pas beaucoup, mais j'en suis dans ce domaine-là, et ce que j'aime, c'est quand je sens que la personnalité profonde, humaine, de la personne qui a créé ce compte ou quoi que ce soit, elle transparaît. Ce côté de me dire, bon sang, j'adore, elle a son univers, elle vit dans son truc, c'est génial. Et même si je suis pas d'accord avec tout ce qui est transmis, parce que heureusement que je ne suis pas d'accord avec tout, et heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est ce qui nous fait évoluer, eh bien dans ce désaccord, j'y trouve quand même mon compte parce qu'il y a de l'authenticité. Donc, je sais très bien, voilà, c'est encore autre chose, c'est que pendant des années, je savais ce que je devais faire pour que ça marche, entre guillemets, pour avoir beaucoup de monde très vite. Et j'avais des personnes autour de moi qui me disaient « Mais tu devrais demander à telle personne de te faire de la pub, mais tu devrais demander à un tel de faire ça, ou tu devrais faire ci ou ça. » Et en fait, je savais que ça m'apporterait du monde facilement, mais que ce ne seraient pas les personnes qui viendraient pour moi. Ce seraient des personnes qui viendraient parce que une autre avec de la notoriété m'aurait permis cette visibilité, et au final, c'était pas pour la qualité de mon travail que ces personnes seraient venues, mais par les contacts que j'avais. Donc j'ai renoncé à ça. J'en ai pas voulu. Je me suis mis des bâtons dans les roues très tôt, et j'ai renoncé à la facilité, parce que ce que je voulais, c'était que les gens me suivent pour ce que j'avais à transmettre, moi, Léa Lezé, et je voulais, entre guillemets, mériter une notoriété qui soit née grâce à mon travail et grâce à, à cette partie d'univers que je peux transmettre parce qu'elle passe par mon prisme. L'univers, il a autant de facettes qu'il a d'êtres vivants, en fait, qui le composent. Donc dans tous les cas, personne ne se fait concurrence si on part du principe que chaque personne transmet les choses par son propre prisme. Et l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de vouloir avoir du succès très vite, mais à quel prix ? Le prix du vide. Alors que tout de suite, je me suis dit que j'allais galérer. Je le savais. Mais qu'au moins, ce que j'obtiendrais, je l'aurais obtenu en me découvrant moi-même, parce que malgré tout, à 21 ans... Et puis même à tout âge, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des... Puis en étant fidèle à toi-même, quoi. C'est ça, en étant fidèle à soi-même. Mais j'étais quand même... Personnellement, j'étais quand même dans une période où tu continues de te découvrir. Bien sûr. Je pense que c'est à partir de 30 ans, à peu près, aux alentours de la trentaine, que tu sais un peu mieux qui tu es et que... Mais voilà, peu importe. En tout cas, en étant fidèle à soi-même, je pense que c'est là qu'on réussit à faire sa place. Parce qu'on n'a pas de concurrent. Eh ben écoute, on va terminer sur ces paroles très sages. Merci encore une fois, Léa, c'était un plaisir comme toujours. Merci évidemment, et comme toujours aussi, à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. À bientôt. Merci beaucoup, 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 vraiment de vos écoutes et de vos retours, et merci de ton invitation, comme toujours. À bientôt.